Mes soldats, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue chez moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai promis depuis longtemps et que vous avez été nombreux à me demander, celle sur la guérison et la rééducation d'une certaine manière de mes différentes blessures. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez très probablement, j'ai depuis maintenant avril 2018, donc quasiment 2 ans, une grosse année et demie, des douleurs dans les articulations au niveau des coudes et plus récemment au niveau des genoux. Principalement le coude gauche, le coude droit et le genou gauche. Pour l'instant mon genou droit est à peu près sain et sauf. Et vous le savez, j'essaie d'être toujours très transparent sur les réseaux sociaux et de communiquer avec vous le plus directement possible. Quand je vais très bien et que je fais des perfs et que je réussis ma vie, bah je vous le dis. Et quand je vais mal et que je suis blessé et que je suis au fond du trou, bah je vous le dis aussi. Parce que je pense que ça vous permet de vous identifier à ma démarche et de voir comment ce que je fais moi peut vous aider vous. Et surtout parce que bah on est dans une relation d'être humain à être humain et que ça me paraît normal et un peu la moindre des choses d'être tout à fait transparent et honnête. Donc depuis 1 an et demi, je souffre de ces douleurs articulaires et j'arrive pas tellement à savoir d'où elles viennent. J'ai arrêté totalement le sport pendant juillet et août 2018, ça n'a pas marché. En 2019 j'ai fait beaucoup de trucs, j'ai fait des massages, j'ai fait de la cryothérapie, j'ai fait de l'électrostimulation, j'ai fait énormément de choses, j'ai fait beaucoup de prises de sang en mars 2019 et en Thaïlande et en rentrant en France. Les médecins avaient un moment pensé que j'avais peut-être une maladie systémique tropicale, un chikungunya, peut-être l'hépatite B, ils savaient pas, ils m'ont quasiment tout testé et j'ai rien de sanguin, j'avais des marqueurs inflammatoires qui étaient très élevés dans le sang, donc ils avaient un peu peur, mais manifestement il n'y a rien. Et donc petit à petit, je me suis dit, notamment grâce aux discussions que j'ai eues et aux apports de mon ami Greg, de Major Mouvement, Greg merci si tu regardes cette vidéo, qui m'a mis un peu sur la voie de la différence entre la douleur, la pathologie et la souffrance des tendons et des ligaments et des articulations notamment. Je me suis dit que peut-être j'étais pas le pauvre petit Calimero qui avait une maladie tropicale que personne ne connaissait et que personne n'arrivait à identifier, et que peut-être j'avais tout simplement trop forcé sur mes articulations malgré mes connaissances en sciences de l'entraînement et que j'avais peut-être des articulations fragiles qui guérissaient un petit peu moins vite et que bah voilà, malheureusement avec les charges d'entraînement et les volumes d'entraînement que je me mets depuis que je m'entraîne en musculation et en boxe etc, bah forcément avec pas mal de stress dû à ma charge de travail et des nuits de sommeil qui sont pas forcément optimales, bah ça commence à jouer un peu sur mon intégrité physique et les articulations notamment commencent à en prendre un coup, ce qui est potentiellement relativement normal. Et donc j'ai décidé de me rapprocher d'un médecin du sport qui est extrêmement compétent, qui a soigné des équipes de foot professionnelles et qui a vu des traumatologies du sport et des douleurs articulaires, d'usure et de dégénérescence pendant toute sa carrière, et qui lui pense que c'est pas systémique mais c'est localisé, que j'ai effectivement des tendinites, une épicondylite et une épitrocléite quasiment sur chaque coude, des douleurs d'usure et qu'éventuellement il y aurait une petite instabilité du nerf ulnaire, et je vais vous en dire plus dans cette vidéo parce que c'est intéressant, et on va voir comment le diagnostic va pouvoir s'opérer pour me permettre de progresser dans l'évaluation de mes blessures et surtout leur guérison. Ce qu'on va faire, c'est que dans la première partie de la vidéo, je vais vous montrer le parcours médical qui a été le mien sur ces 3 dernières semaines. J'ai fait tout simplement, évidemment, des consultations chez mon médecin qui est extrêmement compétent et qui ensuite m'a orienté. On a fait une injection d'acide hyaluronique que je vous ai filmé grâce à son accord, merci à lui d'ailleurs, dans mon genou gauche. Il m'a fait une échographie du coude grâce à laquelle il a pu me dire que j'avais des détériorations au niveau des articulations et des tissus tendineux à gauche et à droite, et il m'a donc envoyé pour faire une IRM du coude ainsi que consulter un spécialiste du nerf ulnaire qui s'appelle le professeur Rouleau dans le 16e à la clinique Jouvenel, un truc comme ça, et qui voit des nerfs ulnaires, qui est le nerf qui est à l'intérieur ici du coude, qui est un nerf important pour l'intégrité physique du coude et les blessures d'usure, qui voit des nerfs ulnaires depuis le début de sa carrière, qui est probablement une des personnes les plus compétentes sur la thématique, je pense en France, d'après ce que j'ai entendu avec les différents échos des médecins que j'ai pu voir. Et donc ces différentes étapes et différentes prises d'informations médicale au contact de vrais professionnels qui sont extrêmement qualifiés sur mes problèmes, m'a beaucoup éclairé et j'ai envie de partager ça avec vous. Alors évidemment ça c'est ma vie, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont posé énormément de questions sur mes blessures et ce que j'avais etc, mais il y a aussi beaucoup d'entre vous qui s'intéressent parce qu'ils ont peut-être potentiellement la même chose et qui voudraient savoir comment en venir à bout ou comment arriver à guérir. Ce qu'on va faire en deuxième partie de vidéo, c'est que je vais vous filmer un de mes trainings et que je vais vous expliquer en voix off toutes les adaptations que vous pouvez faire notamment à votre entraînement, sans parler du mode de vie, de la récupération et tout, ça pourra probablement faire l'objet d'une deuxième vidéo, mais au moins dans votre entraînement, les modifications que moi j'ai apportées et que vous pouvez apporter de façon préventive et curative pour pouvoir pallier des problèmes d'articulation au coude et éventuellement au genou. Toutes ces informations sortent évidemment de notre formation Bayesian France, dont la 5e promo commence dans quelques jours. À l'heure où vous voyez cette vidéo, il y a probablement plus de place, mais je sais jamais, il en reste peut-être 1 ou 2, on verra bien le temps que cette vidéo prend à monter. Si ça vous intéresse, le lien est toujours en description de la vidéo juste en dessous. On est parti pour la consultation chez le Toubib, je vous emmène avec moi. Bye bye.
une bonne lumière, pas si grave que ça. Bon, on va essayer de faire le pitre et on va se faire IRMer son petit colon. Allez, ma poêle. Voilà, on est bien. Bon, examen quelque peu déstabilisant parce que j'ai extrêmement mal au coude et d'autant plus depuis maintenant 2 semaines et demie, 3 semaines, la douleur s'intensifie et là sur l'IRM, le médecin dit qu'il y a des signes mais que c'est pas gravissime ou vraiment marqué et le compte rendu, je vous le cite, dit le signal osseux est normal, les tendons épicondyliens latéraux ont un aspect discrètement épaissi et dissocié, néanmoins les tendons épicondyliens médiaux sont normaux, l'image du nerf ulnaire est normale. Cela dit, le radiologue qui a fait l'examen vient de me dire que c'est pas parce qu'il y avait rien sur l'IRM que c'était pas forcément pathologique et que c'était pas douloureux. Donc il me dit qu'il peut très bien y avoir une pathologie, même éventuellement de l'arthrose ou des problèmes au niveau des cartilages qui seraient pas visibles sur l'IRM. Il dit qu'éventuellement un arthroscanner pourrait pousser plus avant le diagnostic et permettre de confirmer ou d'infirmer ce genre d'hypothèse, donc à suivre. Bon, aujourd'hui on est dans le 16e et on a rendez-vous à la clinique Jouvenet avec un professeur apparemment de renom qui s'appelle le professeur Rouleau, qui est spécialiste dans le nerf ulnaire, le nerf qui est sur la face médiale du coude, et c'est mon médecin traitant qui m'envoie là-bas parce qu'apparemment il est parfaitement compétent pour déceler si j'ai une instabilité de ce nerf et si c'est un truc dans ce style qui cause mes douleurs depuis maintenant 1 an et demi, et c'est la raison pour laquelle j'ai effectué échographie et IRM avant de venir le voir, et ça fait 2 mois que j'ai rendez-vous avec lui parce qu'il est très demandé apparemment, donc j'espère que le rendez-vous va porter ses fruits, qu'il va voir quelque chose, même quelque chose d'extraordinaire, que j'en suis au point de souhaiter malheureusement d'avoir un truc jamais vu mais véritable et soignable potentiellement pour pouvoir essayer de m'en sortir et surtout de comprendre ce qui m'arrive. Donc on va voir si ce résultat tient ses promesses ou pas. C'est parti. Bon, et donc conclusion du professeur Rouleau qui est éminemment compétent. C'était extrêmement intéressant de pouvoir m'entretenir avec cet homme et il a beaucoup de bouteilles d'expérience et ça se voit, le mec est un ponte, ça fait plaisir de pouvoir avoir accès déjà à des gens de ce niveau et pouvoir parler d'égal à égal parce qu'il a entendu tout ce que j'avais à lui dire, toutes les connaissances que j'avais en anatomie appliquées à mon entraînement, à mon volume d'entraînement. Il a été très compréhensif et ça c'est génial et c'est rare. Donc merci à lui si vous voyez cette vidéo, si vous le connaissez ou que vous en avez entendu parler, allez le voir, éventuellement de ma part, il est très bon. Son diagnostic est simple, selon lui, j'ai une instabilité du nerf ulnaire des 2 côtés. Alors le nerf ulnaire, je vais vous le montrer. Striptease. Le nerf ulnaire, il passe ici à l'intérieur du coude, dans une gaine, hein, on en a évidemment un de chaque côté. Et le problème c'est que avec son examen clinique, au moment où je fléchis le coude et quand je force, mon nerf il saute. Vous vous souvenez comme ce que j'avais eu le problème de ce tendon là, vous le voyez sauter à l'image, clac clac. En fait je pense que, selon lui, j'ai les tendons qui sont relativement fragiles et potentiellement instables un peu partout dans le corps. Vous vous souvenez celui-là que je m'étais pété à la boxe en 2016. Et ils ont tendance à sortir un peu de l'organe. Le problème c'est que y a des condyles qui sont un petit peu pointus, c'est des aspérités osseuses, et que quand un nerf ou un tendon sort de sa gaine et se balade, et il vient frotter sur un condyle ou sur une aspérité osseuse, une protubérance, et puis il commence à s'inflammer et à irradier la région et à créer ensuite des déséquilibres par compensation au niveau des tendons ou des structures articulaires qui sont autour. Et en fait en mettant le doigt tout simplement et en me faisant contracter en flexion, le nerf ulnaire des 2 côtés est extrêmement douloureux et beaucoup plus douloureux selon lui que n'importe quel sujet non pathologique et sain. Donc il y a ça, c'est comme ça, il m'a dit malheureusement c'est une fatalité. Il y a des gens qui ont des articulations extrêmement robustes, qui sont comme ça, qui sont bien construits et ils peuvent se mettre des charges d'entraînement débiles avec des techniques sous-optimales et ne jamais être blessés. Et il y a des gens qui, malgré le fait, comme vous m'a-t-il dit, que vous ayez un super potentiel musculaire et une très bonne connaissance des sciences de l'entraînement, et malheureusement vos articulations sont construites de sorte que il y a des trucs qui sont forcément compliqués pour vous et au moment où vous avez commencé à vous muscler beaucoup, et forcément c'est à ce moment-là où vos articulations ont encaissé le coup et ont commencé à dégénérer. Ce qui est drôle, en inspectant ma morphologie musculaire et osseuse au niveau des coudes, il m'a dit que j'avais beaucoup du chef interne du triceps. Il m'a dit vous avez des gros triceps par rapport à l'ensemble de vos bras. Il m'a dit que le problème c'est que l'hypertrophie au niveau du chef interne du triceps fait que quand je contracte mon bras,
bras, et ben en fait ça se gonfle évidemment à ce niveau là, et c'est justement ce gonflement du triceps qui fait que mon nerf ulnaire saute, se décale et me fait super mal et m'inflamme le coude au niveau où il est inflammé aujourd'hui. Donc paradoxalement, même si j'ai des épaules de serpent et des bras de criquet, bah, à cet endroit là de mon bras, bah, il y a une hypertrophie qui est trop importante et qui est comme ça. C'est pas que j'ai développé plus cette partie là, c'est que je suis fait comme ça. Au niveau de l'insertion musculaire, c'est plus dense à ce niveau là et bah, malheureusement ça appuie. Donc évidemment en termes d'utilisation, si je voulais pouvoir m'entraîner sans créer de sursaut de ce nerf ulnaire, bah, il faudrait que je m'entraîne avec une flexion de coude de 5 à 10 degrés. Donc pour stimuler de l'hypertrophie dans les bras, les biceps ou les triceps, c'est absolument impossible. Tous les mouvements de développé, c'est absolument mort. Même la boxe, rien me tenir en garde ou encaisser des middle comme ça me fait super mal. Donc j'ai pris rendez-vous en mars parce que ça c'est aussi le système français et le problème des disponibilités médicales, mais pour pouvoir faire un électromyogramme du nerf ulnaire, bah, il faut attendre 2 mois et demi. Donc j'ai rendez-vous le 24 mars je crois pour aller faire un électromyogramme pour voir si le nerf est touché de façon continue, c'est-à-dire s'il souffre en permanence ou si c'est simplement quand je le mets en contraction, en flexion, auquel cas ce serait selon lui moins grave. Néanmoins, les alternatives et les options qu'il m'a proposées, si jamais mon nerf ulnaire est vraiment déglingué de façon continue, c'est la chirurgie. Et là il y a 3 techniques, tenez-vous bien à vos slips. Première technique, bah logiquement puisque le nerf ulnaire est mobile et qui se déplace de façon problématique, le refixer dans sa gaine pour qu'il arrête de bouger. Selon lui c'est une opération qui se fait relativement facilement et sans trop de risques de conséquences graves ou d'effets secondaires indésirables. Deuxième chirurgie possible, bah, comme il a tendance à sauter, c'est de le fixer là où il a tendance à sauter, c'est-à-dire à l'extérieur. Et troisième chirurgie possible, il m'a dit généralement on évite d'en arriver là, surtout avec des sportifs, généralement ils entendent ça et ils paniquent un peu, c'est d'enlever une partie de mon triceps, la partie qui est trop hypertrophiée, entre guillemets, ici sur mon chef interne, pour que ça évite de mettre le nerf ulnaire en difficulté et que ça saute. Le problème, vous l'avez compris, c'est que non seulement il faut m'enlever une partie de triceps, donc j'ai pas très envie, ce qui veut dire que je vais perdre de la force, fonctionnellement c'est une très mauvaise idée. Le gros problème surtout c'est qu'il faut que je le fasse sur les 2 coudes et j'ai pas tellement envie qu'on m'enlève un morceau de steak sur chacun des coudes simplement pour que mon petit nerf ulnaire aille mieux. Donc on va voir à l'issue de cet électromyogramme si jamais les choses sont graves ou que ça peut à peu près aller, et pour l'instant j'essaye d'optimiser tout le reste de ce que je peux optimiser, dormir le mieux possible, manger le mieux possible, mettre le moins de stress possible, m'échauffer attentivement et apporter à mon entraînement en musculation notamment les modifications que je vais vous présenter dans le voice-over qui suit pendant mon training juste après. On est parti. Alors vous voyez, ici il y a la rotule, ici il y a le fémur, le liquide noir là c'est votre liquide à vous qui fait une petite qu'on voit encore un petit peu en haut là. Donc moi c'est ma cible, je vais piquer, le but c'est de piquer dans le liquide. Donc soit je peux aller, du liquide synovial, moi je vais arriver par la droite là, donc soit je vise d'arriver ici en profondeur, sinon je peux mettre juste de manière en superficie, vous allez voir, vous allez vite comprendre sur l'écran ce qui se passe, c'est du liquide synovial. Tout ce merdier à droite là, ça c'est des panus adipeux, c'est des airbags, c'est des coussinets de gras qui servent à rien. Donc il y en a un ici sous le tendon collatéral, il fait un mal de chien si on pique là-dedans, et il y en a un autre là. Et entre les deux il y a une petite ligne noire, donc il faut juste pas piquer dans la target. Voilà. C'est la fenêtre d'opportunité. Si on se fait là-dedans, c'est le bordel. Donc moi je vais viser, je vais être smart, je vais me mettre très superficiel, je vais arriver là, je pouffe. Donc il y a juste le petit moment où on franchit la membrane qui est un peu sensible, mais après sinon, allez, let's go. Posez bien la tête, tendez-vous. De toute façon, je vous dis quand j'y vais. Hein. Voilà. Et bingo. Voilà. Tout le petit jet noir qui arrive. On localise l'aiguille de précision. On est sûr qu'on est au bon endroit. Soufflez bien, c'est fini. Tac. Merci beaucoup. Et là, on est sûr que le gel, il est où il faut. Il est dans le cul-de-sac de l'articulation. Il n'est pas dans le petit coussinet ici. Il n'est pas dans le petit coussinet en dessous qu'on ne voulait pas viser. Là je suis sous le tendon, on voit des petites bulles qui ont déjà commencé un peu à se balader. Tout le noir c'est le gel qu'on a mis, il y en a beaucoup plus que tout à l'heure, du liquide à cet endroit-là. Incroyable. Il y en a une partie qui est déjà en train de se barrer dans l'articulation, dans la porte d'entrée. Donc si on pique à vue, si on pique comme ça, classique, le médecin il va franc, il va loin. Nous on est resté juste superficiel, alors on a pique beaucoup moins loin. Et puis surtout on est sûr que le produit il va bien se balader où il faut. Dans cette articulation. Voilà. Alors bienvenue dans la partie voice-over de cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un peu quelles sont les logiques que j'ai mises en place pour optimiser mon training et essayer de contourner mes blessures et pouvoir m'entraîner et maintenir ma progression de force et potentiellement mon capital musculaire et mon hypertrophie malgré ces obstacles. Premièrement, déjà, j'ai contourné le problème en essayant d'écarter les sollicitations musculaires et articulaires qui étaient les plus douloureuses et les plus compliquées. J'ai mal au genou. Dans cette petit entraînement en voix off, on va se concentrer sur le bas de mon corps, mais j'ai appliqué exactement la même logique sur le haut du corps. J'ai mal au genou et c'est principalement la flexion de genou
genou et surtout dans des amplitudes de fermeture importantes quand je suis vraiment proche de la flexion maximale qui sont problématiques et qui me font mal au niveau de la rotule et donc du tendon fémoro-patellaire et du tendon rotulien. Donc le squat lourd, le split squat, le front squat a fortiori sont compliqués et étaient vraiment douloureux. Donc par conséquent, pour pouvoir continuer à travailler des exercices polyarticulaires qui sont bien pour développer la force et la prise de masse musculaire, gagner du temps et induire une progression facilitante pour tout ça, j'étais obligé de m'écarter de ces exercices et de privilégier plutôt des exercices en chaîne postérieure avec moins de flexion de genoux qui induisent moins de douleur forcément et moins de contraintes sur mon articulation. D'où le hip thrust par exemple, qui est un exercice que je peux charger relativement lourd avec virtuellement quasiment aucune douleur au niveau des genoux, et donc ça a été très pratique et je faisais pas de hip thrust avant et donc ça m'a sauvé parce que ne pas faire du tout d'entraînement de musculation pour le bas du corps et pour les jambes, déjà psychologiquement c'était très dur et puis en termes de régression c'était affreux parce que ça fait 1 an et demi que j'ai mal et je vous laisse imaginer la masse musculaire que j'aurais perdu sur le bas du corps si j'avais pas pu faire tout ça. Donc le hip thrust est un exercice extrêmement pratique au même titre que le soulevé terre roumain par exemple, que je vous ai pas filmé ici mais que je fais très régulièrement et sur lequel j'ai pu effectuer une progression logique, progressive, même si c'est un pléonasme, mais j'ai bien monté mes charges au fur et à mesure en contournant parfaitement la douleur et en mettant pas mon intégrité physique en danger, ce qui est le signe d'un entraînement optimisé, intelligent et judicieux. Pour ce qui est de stimuler mine de rien un petit peu de flexion de genou, parce que c'est quand même nécessaire pour sauvegarder la masse musculaire et la force des quadriceps, et j'ai utilisé une technique qui est le Katsu. Alors là, il y aurait forcément énormément de choses à dire dans le Katsu. On a quasiment un chapitre entier ou une partie d'un chapitre entier qui lui est dédié dans notre formation bayésienne. Si une vidéo sur le Katsu vous intéresse, cette technique d'occlusion vasculaire qui est très utile pour la préhabilitation et la réhabilitation suite aux blessures, dites-le moi en commentaire de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous faire, peut-être avec Nevin, on verra comment on peut s'organiser, une vidéo sur la mise en place, l'utilisation, les intérêts, les avantages et éventuellement potentiellement les inconvénients de cette technique qui s'appelle le Katsu. Vous me dites, je fais. Donc vous voyez que là je fais de la presse unilatérale en Katsu et également du leg extension en unilatéral toujours. Le principe de l'unilatéral par rapport au bilatéral étant de pouvoir également augmenter la sauvegarde de l'intégrité physique en mettant moins lourd sur les machines ou les exercices, pouvoir également se concentrer un petit peu plus sur l'exécution, réduire le déficit de force bilatérale. Ça présente beaucoup d'avantages, l'inconvénient étant que ça prend plus de temps et quand on est blessé, il est important d'accorder du temps à sa rééducation et de faire les choses proprement. Et ensuite, évidemment, des exercices qui stimulent la chaîne postérieure, la partie postérieure des jambes et des cuisses, notamment du leg curl, ici en bilatéral parce que la machine se prête mal à une exécution en unilatéral, mais j'ai aussi du leg curl en unilatéral dans ma programmation et dans mon speed d'entraînement. Cette machine est top, ça me permet de mettre vraiment lourd sur du leg curl sans occasionner de douleur sur la flexion de jambe et sans occasionner de douleur sur ni mes genoux ni mes ménisques. Donc vraiment voilà, vous voyez, c'est simple, c'est un petit exemple d'entraînement. Il y a évidemment pas tous mes exercices pour le bas du corps ni tous mes exercices pour mon entraînement en entier. C'est simplement une micro étude de cas pour vous montrer que même blessé, même en difficulté, même avec des grosses douleurs, on peut arriver en étant malin et en faisant les choses de façon un peu optimale et un peu stratégique à contourner les douleurs, à contourner ses problèmes et à continuer à progresser ou au moins à maintenir son capital musculaire et sa force et à pas sombrer dans la dépression définitive et à se dire qu'on est une merde, qu'on vaut plus rien, qu'on est fini et à baisser complètement les bras. Il y a toujours une solution, il suffit d'être malin, de jouer des coudes, de jouer des méninges et de la trouver pour la mettre en place. Voilà mes soldats, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous aussi vous êtes blessé et que vous souhaitez guérir le plus rapidement possible, il y a des réflexes de bon sens que moi j'ai évidemment mis en place dans ma vie et mon mode de vie et que vous pouvez appliquer également à la vôtre. Dormir le plus possible pour récupérer, c'est excessivement important. Réduire son niveau de stress, à la fois stress ambiant parce que vous allez augmenter votre inflammation chronique, votre production de cortisol, mais également votre stress articulaire, musculaire, le stress amené par l'entraînement, ce qui est très important. Quand on a mal sur un mouvement, on arrête de le faire pour réduire la phase notamment de l'inflammation et la phase aiguë dans laquelle le membre ou l'articulation concernée est en souffrance, le temps de réduire ce stress là pour ensuite éventuellement pouvoir le recharger progressivement et lui faire reprendre de la force et de la robustesse. Au niveau de l'alimentation, c'est un basique. Moi, mon alimentation est optimisée quasiment à l'année, sauf pour les calories challenge et les donuts que vous me voyez claquer par-ci par-là, mais sinon 95% du temps je mange très bien, donc j'ai pas eu besoin d'opérer des changements alimentaires à ce niveau-là. Mais évidemment, si votre alimentation est sous-optimale, si vous manquez notamment de fer, de zinc, de calcium, de magnésium,
magnésium ou d'oméga 3 surtout, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et qui notamment jouent un rôle sur la reconstruction musculaire, tissulaire, les membranes cellulaires, etc. Bah forcément, si votre alimentation n'est pas optimisée, vous n'allez pas récupérer de façon optimale et vous allez continuer à vous blesser ou à aggraver les choses. Donc optimisez votre alimentation en plus de votre récupération et de votre sommeil. Et pour tout ce qui est de l'adaptation des paramètres de votre entraînement et du reste de votre mode de vie, je pense que la vidéo, et j'espère, aura répondu à vos questions. Merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu comme d'habitude, éclatez-moi les pouces bleus, ça vous prend 5 secondes. Cliquez juste ici et dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé et ce que vous voulez éventuellement partager avec moi. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, en forme cette fois-ci. Et comme d'habitude, avec le sourire. Plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been balling. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.